même dans les articles scientifiques, on continue d'écrire Asperger parce que c'est un profil médiatisé parmi tant d'autres. Après, évidemment, avec les découvertes historiques, on cherche de plus en plus, bien sûr, à bannir ce terme. Mais voilà, ça n'empêchera pas les uns et les autres de dire Asperger parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui est un jour particulier parce qu'on est à Paris pour le Rio, les rencontres internationales de l'autisme. Et j'ai l'opportunité aujourd'hui de rencontrer Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, donc tu es traducteur chez Lidl Exactement. depuis 10 ans. Ça fait un petit bail déjà. Oui, en effet, le temps passe vite. Exactement. Et tu fais aussi des conférences. C'est ça. Ainsi qu'une pièce de théâtre sur l'autisme à différents âges. Magnifique. Donc, raconte-moi un petit peu, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Que fais-tu? Au-delà de ma présentation. Je suis traducteur dans la grande distribution. Je suis également chercheur. J'ai fait une thèse autour de la sémantique de la sensibilisation à l'autisme et depuis j'ai publié un livre que je vends à l'occasion de salons comme le Salon Rio et sans doute même tant d'autres. Je travaille même sur un deuxième livre à ce sujet. J'ai même fait une pièce de théâtre sur l'autisme à différents âges et l'art de sensibiliser avec confiance. La pièce s'appelle Objectif autistant. Je la joue également au Salon Rio aujourd'hui même. D'où viennent ces idées de projets? Comment tu concrétises tout ça? Déjà, j'ai développé une énorme passion pour les langues, d'où le choix de mon métier. Ensuite, le fait d'apprendre à mieux me connaître et mieux en parler avec les autres autour de moi, ça m'aide beaucoup à écrire et même à parler sur le sujet et surtout à développer un message de paix parce que je trouve que les gens dans le militantisme font énormément de bruit comme s'ils voulaient attaquer tout le monde sous prétexte qu'ils ne sont pas à leur place. Donc c'est un petit peu problématique ces choses-là. Pour vivre ensemble, il faut savoir trouver les mots justes. Déjà, la traduction, c'est en soi une affaire de diplomatie. Donc l'art de trouver les mots justes, de faire passer un message en toute honnêteté et avec autant d'objectivité que possible. Donc c'est pour moi quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai appris à vivre avec les autres autour de moi. Je ne suis pas tout seul dans un bureau toute la journée. Donc, si on revient par rapport à à ce côté linguiste, en fait, et puis de conférences, de ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est que tu veux expliquer en fait les manières de parler dans l'autisme, c'est ça? Si on veut, oui, les façons notamment de nommer personnes autistes, personnes avec autisme, personnes du spectre de l'autisme ou sur le spectre, comme disent nos amis québécois. Sûr, ouais. Mais encore, dirait-on intégration ou inclusion? Ou est-ce que les deux mots ne sont-ils pas complémentaires plutôt qu'opposés dans Ouais, c'est dans intéressant. la manière de communiquer, de s'entendre avec son entourage et de vivre ensemble sur le long terme? C'est vrai que je reçois souvent des messages de différentes personnes sur les terminologies. C'est quelque chose qui est très importante pour beaucoup de monde. Euh, on n'est pas atteint d'autisme, on est autiste. Oui, ou alors autiste avec autisme, quand on cherche en profondeur, en fait, il y a 2 raisons. On dit personne autiste parce que ça fait partie de nous, les adultes autistes qui savent très bien en parler, qui n'ont aucun problème avec ça et leur entourage proche, font ce choix, globalement. Tandis que enseignants, médecins, éducateurs, psychologues et tout, heu, préfèrent globalement dire avec autisme pour mettre en avant la personne avant le handicap, ce qui est tout aussi légitime. En fait, de 2 choses l'une, ou l'on choisit une expression et toutes les autres doivent être bannies, ou l'expression qui est la plus employée est une simple préférence dans la population, ce qui ne rend pas les autres pour autant illégitimes.
parce qu'elles ont toute une raison d'être au final. Il y en aura toujours qui diront atteinte d'autisme ou porteuse Moi, d'autisme. j'ai fait partie de ces personnes-là. Euh, de nouveau, jusqu'à hier, il y a un article dans Le Temps que je remercie d'ailleurs pour cet article, qui avait, je sais plus comment c'est passé, mais on dit on n'est pas atteint d'autisme, on est autiste. Et puis en fait, c'est vrai que moi personnellement, ça m'est certainement arrivé de dire atteint d'autisme en étant moi-même autiste, hein, voilà. Et je me rends compte que c'est plus parce que quand tu fais plusieurs phrases, j'ai réfléchi à ça hier soir, je me dis, mais en fait, quand tu fais plusieurs phrases autour de ça, tu fais un texte pour un post ou bien pour je sais pas quoi, ben, en fait, tu vas répéter un milliard de fois le mot autisme. Donc du coup, la raison pour laquelle j'aurais peut-être utilisé atteint d'autisme, c'est juste pour diversifier un peu les mots, pour faire que ça soit pas redondant tout le temps, tu vois. Sans doute. Mais ouais. Après, la représentation qu'on a de soi-même en tant que personne autiste ou de l'autisme, avec un regard extérieur, évolue tout au long de notre existence. Quand on reçoit un diagnostic, on connaît d'abord l'autisme en tant que pathologie, pour ne pas dire maladie. Je sais que ça peut Ouais, en maladie, ça offusquer plus d'un. c'est souvent un petit peu. Ensuite, on fait les démarches pour le faire reconnaître comme un handicap. Et puis, au fur et à mesure que l'on apprend à l'école, que l'on socialise avec tout le temps qu'il faut, on considère l'autisme finalement comme une différence, puis comme une personnalité, une manière d'être à part entière, et avec le temps, comme une communauté. Donc c'est tout un continuum, ce n'est pas une représentation figée à un instant T. Ce n'est pas seulement une pathologie, ce n'est pas seulement un handicap, et ce n'est pas seulement une personnalité. Il y a du joyeux que l'on peut vivre dans l'autisme, il y a du moins bon, et puis parfois c'est l'enfer. Il y a au moins une personne qui l'a dite comme ça sur internet. Parfois c'est génial, parfois c'est horrible, selon la façon dont on Bien sûr. apprend à gérer le quotidien. Complètement, ouais, complètement. Moi, ce que j'espère ce que j'aimerais faire justement avec 1% aussi, c'est des exemples comme toi, par exemple, aussi, hein, évidemment, euh, qui ont réussi à vivre en étant épanouis, en fait, avec leur syndrome, et montrer que c'est possible de pouvoir vivre comme ça, même si on part avec une certaine pénalité en quelque sorte, quand on est autiste. Donc, si on vient un petit peu sur toi, Mathieu, euh, si tu veux nous raconter un petit peu partager un peu ton parcours, est-ce que tu as fait de la scolarité publique, scolarité privée, comment s'est passé ton parcours scolaire jusqu'à arriver à ton métier actuel? C'est dans le privé que j'ai été scolarisé de la primaire jusqu'aux études supérieures. Dans le public, dans les années 90, on ne connaissait pas l'autisme. Et donc, il était impossible de m'accueillir et le métier d'AESH n'existait pas. Donc il fallait compter sur le peu de structures qui existaient à l'époque, dans les années 90-2000, les CESAD, les classes Ulysse, bon, on appelait CLIS en primaire et UPI au collège à l'époque. Il y avait que 2 classes Ulysse, c'était à Paris, donc il fallait vraiment miser sur ce qu'il y avait. Et au final, j'ai été beaucoup accompagné. J'ai appris à me faire des amis tout en apprenant à lire et à écrire, à compter et puis en développant mes capacités d'apprentissage. J'étais bon partout sauf en histoire, géographie et même en sciences naturelles. Après, donc c'était le calcul et hem et hem et la musique qui était ma passion au départ. Et puis avec le temps, en combinant les 2, mine de rien, peut y avoir les langues. La musicalité à l'oral combinée à la grammaire à l'écrit, la logique qu'il y a, et pour sûr qu'une telle passion pouvait venir. Ouais, complètement, je suis très d'accord avec toi. C'est une très belle manière, je pense, d'associer les deux et en faire un, en fait. C'est très intéressant. Et comment, niveau familial, ça s'est passé durant tes études également? Est-ce que toi, tu as été diagnostiqué à quel âge déjà? C'est à 6 ans que j'ai À eu 6 ans, mon d'accord. diagnostic d'Asperger. Il y a eu un premier diagnostic avant, 1 an avant, mais qui était trop culpabilisant. Il fallait donc un contre-diagnostic à Paris pour contrer tout cela. Je n'en D'accord, dirai pas plus. bien sûr. Donc, ton deuxième diagnostic, il était très proche du premier en termes des dates, ça?
En termes de date, à peu près 1 an s'est écoulé entre les Ah 2. non, ok. Ça a dû passer très vite. D'accord, ok. Alors, juste pour tous ceux qui vont commenter sur le trouble, enfin sur le Asperger, oui, effectivement, Asperger est un terme qui est aujourd'hui obsolète. On parle de TSA maintenant, trouble du spectre autistique. Euh, Léger, modéré, sévère, voilà, pour évaluer le degré d'aide, le besoin de soutien. exactement, voilà. Et 1%, on laisse les intervenants s'exprimer avec le terme Asperger également parce que des gens comme moi aussi, et puis comme tout plein de monde qui s'est fait diagnostiquer dans les années 90, pardon, ou avant, ou jusqu'à ce que le terme TSA est arrivé en vigueur, c'est important pour nous aussi de pouvoir s'exprimer avec les termes du diagnostic qu'on a reçu. Même Donc, après la parution du DSM-5 et sa traduction française, hem, même dans les articles scientifiques, on continue d'écrire Asperger parce que c'est un profil d'accord. médiatisé parmi tant d'autres. Ah ouais, à ce point. Après évidemment, avec les découvertes historiques, on cherche de plus en plus, bien sûr, à bannir ce terme, mais voilà, ça n'empêchera pas les uns et les autres de dire Asperger parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le langage populaire, effectivement, bon, on peut le voir avec les 20% dans les commentaires en général, mais c'est vrai que c'est souvent le terme TSA qui est mentionné, et puis c'est qui est vraiment très, je ne vais pas dire le mot forcé, mais on insiste beaucoup sur l'utilisation de ce terme-là, sur l'importance de l'utilisation du terme, alors que dans tout ce qui est scientifique, article scientifique, c'est plutôt le terme Asperger qui est utilisé. C'est ça ce que tu me dis en fait. Bah, quand on veut distinguer les profils pour, la qualité de vie ou le traitement de l'information, par exemple, j'ai lu le terme Asperger, passé 2015-2016, genre 2017, sans doute même encore aujourd'hui. En fait, la terminologie clinique, certes, elle est importante pour mieux poser un diagnostic, mais après, ça n'a pas valeur absolue dans le langage populaire parce que, déjà dans la société, on n'est pas tous médecins et puis surtout, on communique nos parcours qui sont différents les uns des autres et cela passe par des diagnostics, différents qui ont été posés, y compris le syndrome d'Asperger. Si on revient par rapport à tes parents dans ton parcours, est-ce qu'ils ont été plutôt avec toi? Est-ce que l'ambiance familiale était propice à un bon développement? Dans mes souvenirs, j'ai beaucoup été accompagné. Mon diagnostic a été pris, comme il est venu. Il n'y a pas eu de déni à ma connaissance. Je connais d'autres familles, pour lesquelles c'était le cas, qui n'arrivent pas du tout à l'accepter. Mm. Après, bien sûr, ça n'a pas été facile, d'être hyper concentré tous les jours sur, l'apprentissage de la vie à la maison, en plus de l'école. Ça a dû être dit aussi bien avant cette interview. La vie sociale, pour une personne autiste, ça demande autant d'efforts que l'apprentissage scolaire et donc c'est comme si ça faisait du travail en plus. La théorie des cuillères, vous en avez entendu parler sans doute? Ouais, ben, on en a eu ça avec Chris, justement. Avec combien de cuillères est-ce qu'on a? Et c'est une jauge. Et j'en parle justement dans ma pièce de théâtre Objectif Autistan. C'est quelque chose qui concerne tout le monde parce que tout le monde a une charge mentale. Ça peut coûter 1, 2 ou 3 cuillères selon la sensibilité, le degré d'effort, de se préparer le matin, de donner une conférence devant un public, ou encore de s'occuper de ses animaux de compagnie, de monter un meuble, De faire une interview en pourcent. Ouais. par exemple. Et oui, tout exemple est bon à prendre et Bien naturellement. sûr. D'accord, ouais. Et il y en a qui disent que parler devant un public de 50 personnes leur est plus facile que d'aller acheter le pain. Oui, oui, ben parce que quand tu parles à un Parce public, qu'un discours se prépare, tandis qu'une interaction sociale, non, c'est spontané. tes parents étaient plutôt là pour te soutenir, en fait, durant ton enfance et durant tout ton cursus scolaire. Voilà. Après, à force de grandir, je me suis mis à m'affirmer et il y a des moments où la communication était plus difficile. Quand j'ai su que je voulais faire un parcours littéraire pour travailler avec les langues, quand j'ai su que je voulais devenir traducteur, voilà, bah, forcément, on avait peur que je ne trouve pas de travail.
et que je ne m'épanouisse pas. Ouais, surtout qu'il y a, je sais pas si vous aviez cette réflexion, mais là, il y a aussi l'intelligence artificielle. Et tu peux te dire, oh là, j'ai peur que le métier se fasse remplacer par ça, je sais pas quoi. Il y aura toujours des êtres humains Ça, c'est certain. Ouais. pour vérifier tout ça. Faut pas laisser la machine faire tout le travail non plus. J'ai quand même été formé, à bonne école, une école de traduction privée que je remercie d'ailleurs, qui a su nous guider dans la recherche de stages, puis d'emploi et qui a su nous donner confiance. C'est cette école-là qui t'a matché avec l'emploi de Lidl que tu as actuellement? En quelque sorte, oui. Enfin, mon emploi, qui est toujours le même d'ailleurs depuis bientôt 10 ans, je l'ai trouvé en répondant à une offre. Comment est-ce que tu t'es dit, la traduction, c'est mon truc, je vais faire ça? Bah, je me suis dit ça parce que c'est tout un art de retranscrire un message d'une langue à une autre. C'est pas forcément le même ordre de mots, les mots n'ont pas exactement la même signification, la même connotation sur le plan culturel. Il y a même des intraduisibles. Bah, par exemple, dans les infos produits sur les packaging, je travaille dans le non alimentaire. On peut rencontrer des mots allemands tels que hochwertig qui veut dire littéralement, qualitatif. Mais en France, c'est au consommateur de juger de la qualité du produit, donc on ne peut pas se permettre de l'écrire ainsi C'est interdit? en français. Bah, non, non, c'est culturel. Ah, C'est ok, pas donc c'est c'est pas pas légal, hein, infé c'est juste dans le terme de. c'est Ok, pas légal, c'est culturel, d'accord, ouais, c'est tout. d'accord. Et on peut nous le faire observer. C'est comme, par exemple, des formulations, des dénominations de produits qui peuvent paraître sexistes. On a rencontré, Damenspaten, qui veut dire littéralement une bêche pour femme, mais en fait, c'est une petite bêche comparée à une autre où il était écrit tout simplement Spaten. Donc il a fallu, reformuler, petite bêche. Voilà, D'accord. voilà, parfois il faut savoir faire mieux que l'auteur original en traduction. Il faut savoir y penser. Ouais, et puis Faire mieux que l'auteur, c'est ce qu'on nous a dit dans nos cours. famille Angleterre ou bien adapte-le à la culture dans laquelle tu te trouves, en fait, Oui, c'est ça, hein? exactement. C'est surtout ça, ouais, d'accord, c'est intéressant. Donc en fait, c'est vrai que le job de traducteur, c'est pas uniquement traduire des phrases ou bien des mots tels quels, comme ça, c'est vraiment un travail de comment est-ce que ça serait pris dans la culture dans laquelle tu es. Et puis, Exactement. Et puis travailler aussi à la simplicité des informations. bah oui, parce que nous, on est des consommateurs, tout ce qu'on veut, c'est avoir Exactement. une information très facile et digeste à absorber. D'autres, Donc, ouais, ouais. d'autres zones géographiques francophones comme le Québec sont engagées dans la simplification des informations, dans la vente par exemple et même dans les démarches administratives à ne pas alourdir les questions, les voilà, les différentes étapes pour remplir un formulaire, tout ça. Des fois, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Ouais, bien, complètement. Je suis très d'accord avec toi. Même si j'ai appris à déclarer mes impôts et mes cotisations sociales, puisque j'ai des revenus en tant qu'auteur, bah, en toute autonomie. Si on revient un petit peu, je vais faire un petit virage là. On va passer par rapport à l'alimentation. Tu me disais que tu mangeais que des pâtes et que maintenant tu manges varié. Ah, je pense que c'est un petit peu comme tous les enfants, mais quand on est autiste, c'est une question de repères sensoriels, donc ça devait être un peu plus compliqué. En fait, pour être un peu plus positif, on a développé quelques astuces du genre, quand on va au restaurant, toujours goûter un plat nouveau qu'on ne connaissait pas avant. Donc ça devient après facile avec le temps de manger, varié, et équilibré. C'est à 14 15 ans que je me suis rendu compte que je devais prendre soin de moi, que je devais, que je devais vraiment, équilibrer mon menu parce qu'on avait un self dans notre école. Ok, d'accord, ouais. Donc, ah oui, avec la self, oui, là où tu vas toi-même choisir ce que tu vas manger, donc du coup, tu as quand même beaucoup plus de contrôle sur ce que tu vas Voilà. ingérer, quoi. Ok, oui. Et en grandissant, on a plus de contrôle soi-même.
Au final, il y a au moins un jour où j'étais presque le seul à manger sain de toute ma classe. Voilà, parce que même sans être autiste, on peut être adolescent et n'aimer manger que des pâtes. Complètement, complètement. Donc pour toi, c'est une question de repère sensoriel en fait, quand on mange vraiment que des pâtes. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de. Vu plusieurs profils autistes qui s'alimentaient principalement de spaghettis aux pâtes ou ce genre de trucs-là. Mais ça, c'est vraiment du coup une question de repère sensoriel en fait. C'est ça que. Oui, un peu de ça. Ok. Et aujourd'hui, à 34 ans, j'adore faire la cuisine. Ouais. Dans mon premier logement, on faisait avec mes voisins, un atelier de cuisine où l'on proposait des recettes que l'on faisait goûter aux autres. Ça pouvait être une blanquette de veau, comme ça pouvait être, une ratatouille. On pouvait même faire des pizzas ou des crêpes pour la Chandeleur. Cool. Ça, c'est chouette, c'est convivial comme ça. Ouais, exactement. Ça devrait, exister un peu partout, ce genre d'initiative. C'était une résidence intergénérationnelle à Ivry-sur-Seine. On signe une charte pour la lutte contre l'isolement en plus du bail. C'est un habitat inclusif, je l'ai su tardivement parce qu'il n'était pas question d'action centrée sur l'autisme là-dedans, mais c'était vraiment pour tout le monde. Étudiants, jeunes actifs, familles, personnes âgées. Créer du lien social en quelque sorte. Ouais, c'est magnifique. C'est beau de voir qu'il y a ce genre-là d'initiatives qui existent. C'est vraiment bien. Euh, donc, toi, tu as déménagé à quel âge déjà c'était? Bah, quand j'ai déménagé pour la première fois, bah, pour avoir mon propre appartement, c'était à 25 ans, presque À 26, 25 ans, c'est ça, ouais. à Ivry-sur-Seine. Puis, quand j'ai fini ma thèse, fin 2021, début 2022, bah, j'ai déménagé à Massy pour des raisons professionnelles. Parce que le siège allait déménager de Rungis à Châtenay-Malabry. Et donc, pour le trajet, il fallait bien étudier tout ça et choisir la bonne ville. Tu m'as parlé de quelques conflits avec tes parents et les aides éducatives. Bah, on j'étais suivi par un CESAD de la primaire jusqu'au collège et quand j'étais en classe suisse, le CESAD prévoyait des stages d'initiation professionnelle, mais pour des tâches très autistiques, si je puis dire. Ça pouvait être trier du courrier à la poste ou ranger des livres à la bibliothèque. Mais mes parents ne voyaient pas ce genre d'avenir pour moi. Il y a des adultes qui passent leur journée dans un ESAT à faire du conditionnement. Jamais mes parents ne m'auraient vu faire ça, parce qu'ils voyaient beaucoup mieux. Bah, ce sont des parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, il y a rien de plus légitime. Et donc, quand j'ai su qu'il allait potentiellement y avoir conflit entre mon équipe, de suivi éducatif et ma famille, et ben, je l'ai pris personnellement. Je me suis juré qu'il fallait que je fasse mieux que les autres. Façon de parler, je dis pas qu'on est des héros ni qu'on est les meilleurs, c'est comme dans Hors Normes, tu vu la référence? Voilà. Donc, tu as d'un côté tes aides éducatives, c'est ça? Oui, effectivement. Et d'un côté, tu as tes parents. Les aides éducatives, eux, ils t'affectent à des tâches comme le tri, etc., des tâches très statistiques telles que tu Ouais, l'as décrit. voilà. Et de l'autre côté, tu as les parents qui te disent, toi, là, si tu continues de faire ça, c'est pas bien, parce que toi, tu vaux mieux que ça, en fait. Exactement. Ça, c'est un Bah, petit peu le. au final de conflit, il n'y a pas eu. Il y a pas eu finalement à ma connaissance, je me suis juste donné à fond pour choisir mon métier. D'accord, donc, en fait, toi, tu as écouté tes parents Ouais. qui t'ont dit, tu vaux mieux que ça. Et tu t'es dit, ok, vous avez raison, vas-y, je vais taffer pour pouvoir soit grader ou Certainement. bien développer ma carrière d'une manière ou d'une Écouter mes autre. parents. Pourquoi? Pour soi-même être pleinement autonome. Tout simplement, pas écouter ses parents pour écouter ses parents. Surtout que nos chères auditrices et auditeurs ne croient pas, Oui, 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 bien ci ou sûr. cela. Ouais, ouais. Attends, c'est bien que que tu le prestes, je te remercie. D'accord, d'accord. Donc, je lis un petit peu mes notes, pardon. Oui, tu m'avais parlé aussi d'une crise d'adolescence au moment où tu as déménagé. Que tu as eu En une crise qui est très tardive, en fait.
Bah, en fait, une crise d'adolescence tardive, c'est comme je le disais, c'était à l'époque où je savais quel métier je voulais faire et que mes parents avaient peur que je ne trouve pas de travail. Bah, pareil, tous les parents s'inquiètent naturellement et ça prend du temps, surtout quand on est autiste, d'oser dire ce qu'on a sur le cœur. C'est un énorme travail sur soi. Quand il faut se concentrer dans ses études et et savoir parler à ses proches qui ont des peurs que le monde extérieur n'a pas forcément pour nous, et ben, forcément, on est pris entre 2 feux, comme dirait plus d'un même, le cul entre 2 chaises et ça peut mettre dans l'embarras, naturellement Oui, bien sûr, bien et sûr. donc ça Ouais. peut causer de la gêne pendant des mois, des années même. Donc c'est ça en fait, ce que tu me décrivais lors de notre premier entretien, comme une crise d'adolescence, c'est le moment où tu sais quel métier tu veux faire. Tu vas devoir déménager aussi, certainement pour étudier. Bah, non, j'ai pas déménagé pour étudier, j'ai D'accord. déménagé pour travailler, Pour travailler, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. tout simplement. Mais ils étaient pas rassurés à ce moment-là, tes parents, que tu avais un travail? Bah, naturellement, ils savaient que je faisais de mon mieux, ils savaient que j'allais trouver tôt ou tard. J'ai mis 7 mois après, mon stage de fin d'études à avoir mon emploi de traducteur. Parce que c'est un métier que l'on trouve de moins en moins en entreprise. Je comprenais l'inquiétude de ma famille, mais il fallait que j'avance. Comment le dire? Telle est la question. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire comment s'est passée ton intégration professionnelle? Parce que j'aimerais savoir si, bah, déjà, si ton équipe est au courant de ton autisme. Est-ce que ça a été facile de les informer sur le sujet? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Grâce à du coaching, pour, les candidatures, j'ai appris à parler de mon autisme dès l'entretien de recrutement. Il y a une règle à suivre dans toute entreprise qui soit, c'est le parcours et les compétences en premier, puis le handicap, en expliquant comment ça peut se voir ici et maintenant et surtout en rassurant sur le fait que ça ne m'a pas empêché de faire des stages, que j'ai appris à vivre avec. Et voilà et puis dans mon cas, expliquer qu'au final, il y a pas besoin, d'aménagements très conséquents. Simplement adapter le contenu de mon poste, et puis, commencer par communiquer à l'écrit au départ, puis, je finis par développer l'oral au fur et à mesure que je connais bien mon travail, que je sais gérer plus ou moins les imprévus, voilà. Au Développer final par au écrit, final, faut c'est-à-dire? laisser le temps au temps. Les consignes pour différentes missions, pour traduire, pour relire des documents. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'au début, tu veux vrai c'est important pour toi d'avoir les consignes par écrit Ouais, et après plus le temps avance, plus, on te le dit par oreille ouais, et tu sais, plus ça devient naturel et spontané. là, c'est intéressant ça, c'est, exactement ce qui m'est arrivé aussi, avec mon On travail. on dit que la plupart des jeunes autistes en âge et en capacité de travailler ne tiennent pas plus d'un an à un même poste parce qu'ils ne savent pas, quoi dire à leurs collègues devant la machine à café ou parce que, ils font face à beaucoup d'imprévus. Moi, c'est pas mon cas. Début mai 2025, ça je fêterai mes 10 ans d'ancienneté et 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 franchement, heu je n'ai aucune envie de partir parce que je connais bien mes collègues, qu'on a beaucoup de choses à partager et parce que j'aime beaucoup mon travail. La traduction, ça se trouve pas partout. Il faut savoir cultiver ça. Est-ce que tes collègues, ils sont aussi autistes ou bien pas? Je ne crois pas, je n'en connais pas d'autres qui le soient comme moi. D'accord, d'accord. Donc, et puis dans ton cercle en général, ton cercle, amical, est-ce que l'autisme est aussi présent ou est-ce que tu es plutôt le seul autiste, Ah c'est ça? bah, j'ai été dans des associations, mais ça n'a duré que quelques années et puis, bah, ça dépend des fois. Bah, vu que j'ai fait une thèse, bah, je me suis fait un cercle d'amis, non autistes pour le coup, puisque je ne connaissais pas d'autres personnes autistes, à l'université. En association, il y avait des cafés rencontres, donc là, c'était, plus en terrain connu, si je puis dire.
es assez avenant en fait, hein, quand tu fais les choses. Je laisse les choses venir comme elles viennent, autistes, non autistes, qu'importe. L'essentiel est qu'on apprenne à se connaître. Quote. Ça, c'est une belle phrase, j'aime beaucoup cette phrase. Mais justement, ça s'appelle l'acculturation psychologique. Chose que l'on peut poser à une personne étrangère qui intègre un nouveau pays d'accueil. Imaginons un Turc qui arrive en Allemagne. Est-il plus important pour cette personne d'avoir des amis turcs ou d'avoir des amis allemands, ou autant important des deux côtés ou aucune importance du tout? Bah, c'est un peu la même chose concernant l'autisme. Est-il plus important d'avoir des amis autistes ou non autistes, ou aussi important ou aucune importance du tout? Pareil. Intégration, quand on affirme autant ce que l'on est tout en allant vers les autres. Assimilation, quand on va plus vers les autres qu'on affirme ses origines. Ou sinon, quand c'est l'inverse, c'est la séparation et la marginalisation, quand c'est aucune importance. Tout comme on distingue de notre côté inclusion, intégration, ségrégation, exclusion. Bah, c'est la même logique, sauf que ce précédent modèle qui remonte au début des années 90, le modèle de John Berry, eh ben, c'est du point de vue de la personne qui cherche sa place. Là où le point de vue de la société serait multiculturalisme, melting pot, ségrégation, exclusion. C'est super intéressant ce que tu dis là. Et puis, Il faut qu'il y ait le point de vue de la personne de l'intérieur et le point de vue de la société de l'extérieur, pour que l'on ait une vision complète des moments où l'on tend à aller vers les autres et d'autres où l'on a besoin de repli parce qu'il y a trop de choses d'un coup. complètement. Pour toi, c'est plus important de. Vas-y, on parle, on fait la métaphore avec les différentes cultures. Pour toi, c'est plus important de t'adapter à la culture du pays dans lequel tu te trouves, ou bien de rencontrer les gens qui viennent de ton pays? Disons que, encore une fois, je laisse les choses venir. Important, pas important, je ne saurais quoi le dire. On est amené à rencontrer aussi bien des personnes non autistes que des personnes autistes au cours de sa vie. En milieu scolaire, en milieu professionnel, en milieu socio-culturel, etc. D'accord, donc en fait, tu t'en fous, en fait. C'est en Voilà, fonction de ce qui se à un présente. moment donné, il faut juste se dire que l'on a ses propres objectifs à atteindre au travail, dans les loisirs, comme ailleurs, tout simplement. En tout cas, merci pour votre confiance et j'espère que l'on se reverra vite. Bah oui, bah écoute, je te remercie infiniment pour ton temps. Moi, je pense qu'on arrive justement vers la fin de Ouais. notre entrevue. Merci bien, en tout cas. Est-ce que tu aurais encore une dernière. Si les autres ne me font pas confiance dans ce que j'entreprends, je n'ai pas ma place, mais si je ne fais pas confiance aux autres pour parler de ma situation ou pour me proposer des moments collectifs ou je ne sais quoi, eh bien je n'ai pas ma place non plus. Il faut que ça aille dans les deux sens. C'est justement pour ça que l'on parle d'intégration dans le sens d'ajustement mutuel, une dynamique, voilà, comparé à l'inclusion qui est un état idéal visé en société. Voilà, c'est deux représentations complémentaires et pas opposées à mon sens. Je pense que tout le monde gagnerait à le savoir. Merci. Donc ça, c'est ton message final pour l'interview. Voilà, exactement. C'est ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'interview? Exactement. Et Magnifique. j'y tiens plus que tout. Ben, c'est bon, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, à très bientôt.